Interrogation matinale. Ce matin donc, mes rêves ont fait le grand ménage dans ma tête. Je me trouve ainsi prêt à reprendre ma vie choisie de solitaire, si l'on considère que les poules, les plantes, les minéraux, les livres et les objets en général n'ont pas d'âme et ne constituent pas une compagnie. En déjeunant, je repense un peu à la journée d'hier, à l'événement déclencheur de ma fugue. Peut-être faudrait-il que j'espace désormais un peu plus nos repas avec Lolek et Danka, pour que notre rendez-vous dînatoire n'ait plus lieu qu'une fois par trimestre. L'essentiel, c'est bien que l'on garde le contact. Si j'ai besoin de savoir qu'ils existent, je ne vois pas en quoi l'espacement d'un mois supplémentaire changerait la donne. On n'imagine pas tout le travail que représente la mise en condition préparatoire à la communication entre amis, la douleur de l'extraction de la bulle de concentration. Une fois que celle-ci s'est faite, les efforts à fournir pour accomplir le chemin inverse et pénétrer à nouveau dans une bulle devenue presque étanche sont de nature colossale. On ne peut pas s'en faire une idée complètement juste si on ne l'a pas vécu. Plusieurs jours pour sortir, d'autres encore pour rentrer, autant de moments pris à la vie et au travail. Danka me dit souvent « Quel mal tu t'es donné pour ce repas !» Mais le repas n'est rien, c'est le million de secondes environnant celui-là qui me porte peine. Quand je vais voir Aimé, on parle de tout et de rien. Parfois je lui raconte une partie de mes tourments, d'autres fois c'est son tour. D'autres fois encore, on ne parle que de vélo, de pignons, de chaînes, de lubrifiants. Aimé est une présence reposante, et nous savons tous deux que notre amitié n'implique ni effort, ni concession, ni quoi que ce soit d'ailleurs. On se voit, c'est tout. On parle, on rit un peu, il me bâille « Oh, j'ai sommeil, Miloche, je vais au pieu !» Et je m'en vais. On se dit ce qu'on a envie de se dire, sans trop de forme. Au fond, je crois qu'Aimé est un peu comme moi et qu'il le sait. Quand il me traite d'excentrique ou d'asocial, il se fait aussi des compliments à lui-même. Nous sommes au courant tous les deux. Avec Lolek et Danka, que j'adore, les choses me paraissent plus officielles. Je me fais en leur présence un devoir de ressembler à quelqu'un qui pourrait rencontrer à la boulangerie ou lors de leurs nombreuses soirées, en me déguisant quelque peu en homme ouvert et intéressant dans les limites de ma garde-robe. J'ai l'impression que si je ne me livre pas à cette petite mascarade, je les perdrai un jour. Je suis sans cesse en train de me poser des questions sur nos relations, qui, pour être très fortes, n'en sont pas moins fragiles. Pas de mon côté, car, comme je le disais, de longues semaines peuvent s'écouler sans que je les voie, et mon amitié à leur égard n'en est aucunement ternie. Eux, en revanche, doivent seulement me considérer comme un élément de leur cercle d'amis. S'ils ne me voient plus, ils continueront à dîner avec les autres, alors qu'importe que Miloche ne les appelle plus. La famille s'accroche, et même effiloché, un lien de sang reste un lien, paraît-il. Mais les amis, c'est autre chose. J'aimerais tant, parfois, me transporter dans la tête de l'autre pour être rassuré. À la réflexion, non. Beaucoup trop dangereux. Après un bon petit déjeuner équilibré, composé d'au moins 5 pensées diverses comme on le conseille dans les journaux, je suis en mesure d'organiser ma journée. Arrosage du jardin et polissage. Le soleil tape déjà fort. Pour cela, je décide de ne pas donner à boire à mes légumes dans l'immédiat, ils n'en profiteront que mieux ce soir, à la fraîche. Me dirigeant vers l'atelier, je tombe nez à nez avec mon reflet qui me dévisage, benêt, depuis le miroir. Dépeigné comme à son habitude, les yeux un peu ailleurs, il est couvert de griffures laissées par les épines acérées des ronciers. Je vois clair dans le jeu du sournois. Il est en train de me rappeler mon petit moment de panique de la veille, à l'arrivée de cette famille dangereusement unie. Je range ce mauvais souvenir dans un des tiroirs du passé, dont je jette la clé loin par-dessus mon épaule, en continuant mon chemin vers l'atelier. Le polissage des marbres. Sur l'établi m'attend sagement un marbre dont la forme est achevée. Difficile à décrire les figures abstraites. Il faut voir ou toucher. La forme est d'une couleur gris-blanc mêlé de rouge. La surface est rugueuse, et moi seul connais l'aspect final que prendra ma sculpture. Les marbres colorés ont ceci de passionnant qu'ils dévoilent leur teinte lentement, au fur et à mesure des étapes de polissage. Si je suis rapidement fixé sur l'apparence définitive que prendra ma forme, la couleur quant à elle
se révèle toujours plus pure, plus éclatante que je ne le crois dans un premier temps. Je le confesse, je ne résiste que peu souvent à la tentation d'abréger le suspense en aspergeant d'eau mon marbre. Il me donne alors un avant-goût de la belle teinte qu'il prendra plus tard. À côté de ma sculpture, j'ai ordonné les papiers abrasifs du plus grossier au plus fin. Je saisis le granuleux avec cérémonie, le spectacle va commencer. Pendant des heures, je me berce du crissement mat du papier que mes mains font aller et venir sur le marbre, et les odeurs de poussière me transportent dans les carrières du monde entier. Je m'imagine barbu, le nez cassé, promenant ma terribilità dans la Toscane de la Renaissance, à la recherche du bloc qui me permettra de réaliser ma Pietà. Je possède quelques photographies des carrières italiennes de marbre de Carrara, punaisées sur les murs de mon atelier et jaunies par le sole mio. Comme je sais bien que je ne réaliserai jamais mon rêve, j'imagine. Je me vois clairement, déambulant dans les montagnes de ce joyau blanc. Quoi de plus grisant que de se glisser dans la peau de Michel-Ange, d'endosser son caractère de granit pour parler rudement aux carriers, refuser avec humeur des blocs fissurés ou trop veinés, invectiver les jeunes ouvriers qui lambinent. Je m'imagine, rentrant le soir dans ma chambrette spartiate au milieu des carrières, cabane de fortune réalisée spécialement pour moi afin de me minéraliser encore davantage, marbre au milieu des marbres. Suivant le rythme du soleil, travaillant du point du jour jusqu'au crépuscule sans ressentir aucune lassitude, j'actionne le marteau et la pointe, précis, puissant, et les oiseaux locaux, blancs de poussière, viennent se reposer au son des percussions, décorant de leurs piaillements célestes les champs du marbre. Je suis seul, et mes rêves de pierre me transportent dans la peau d'un homme seul, isolé, mais cohérent. Le bruissement de l'abrasif se fait plus féminin, et mon marbre charmé se met à rosir de plaisir. Quand je passe à l'étape suivante, les papiers au toucher ne sont guère plus râpeux qu'une feuille de buvard. Alors, trempant dans l'eau la cellulose imperméable, la couleur finale apparaît par intermittence, avant de se recouvrir d'une fine boue grise qui sèche en un instant. J'enchaîne les grains les plus fins, jusqu'au dernier, une caresse. Puis je rince soigneusement ma sculpture, que j'essuie d'un chiffon. Vient la phase, au cours de laquelle je traque avec attention les millimètres carrés de marbre qui auraient pu échapper à l'une des étapes de l'abrasion, ne prenant alors pas tout à fait la couleur souhaitée. Quand la chose se produit, je reviens sur la petite surface en question, que je soumets à nouveau aux différents grains, en partant des plus gros. Puis, enfin satisfait, la main gantée de latex, je trempe un morceau de coton humide dans une poudre magique, légèrement acide, avec laquelle je frictionne vigoureusement toute la surface de la sculpture pour réchauffer les rouges, rassurer les gris. L'opération terminée, je transporte avec prudence l'objet de mon attention vers la cuisine, où je lui fais subir un bain minutieux sous le robinet de l'évier, un baptême profane. J'essuie le marbre au chiffon doux afin d'éponger l'excès d'eau, avant de déposer ma sculpture au centre de la table du salon. Le soleil est maintenant fort bas dans le ciel, et me couvrant d'un gilet, je me prépare un chocolat chaud. La tasse fumante à mes côtés, j'admire ma dernière création en lui susurrant des mots doux. Quand je la caresse, je l'entends ronronner avec moi. Je suis bien en attendant mieux. La forme et la couleur du marbre me plaisent. Ma journée a été pleine d'une solitude amicale, mon corps est réchauffé de plaisir et de chocolat. Je peux maintenant, apaisé, me vautrer dans mon fauteuil préféré. Mon ami de papier va continuer son histoire. Je lis avec délice jusqu'à ce que le sommeil vienne, et je fais l'être humain, en adoptant dans mon lit la position horizontale, yeux clos. On pourra me reprocher ma vie dépourvue d'aventure, mais aujourd'hui, j'ai voyagé plus que beaucoup d'entre vous. J'aime les périples intérieurs. À ma façon, je suis un écrivain voyageur, consignant chaque nouvel apprentissage dans les cahiers de ma mémoire. Moins brillant, moins captivant que les baroudeurs du monde physique, je ne suis pas le centre d'attraction des derniers salons où l'on cause. Mais on sait à présent que je ne les fréquente pas. Bonne nuit. Enquête. Le lendemain soir,
Le jour s'en est allé depuis plus d'une heure, tandis que je pédale en direction de la roue qui file, en quête de rustine et d'un brin de compagnie. En approchant du but de ma promenade, je remarque à nouveau avec effroi la silhouette féminine qui volette parmi les arbres du parc de la rue de la Bâtisse. Je ne m'arrête pas cette fois-ci, je me fais tout petit en roue libre, en me jurant de faire un détour les prochaines fois. Après nos salutations amicales, je manouvre pourtant à Aimée. « Ah oui, tu veux parler de Lila, je suppose. Elle te plairait, celle-là. Aussi toquée que toi. Tu sais quoi? Il paraît qu'elle s'amuse à écrire des poèmes sur des feuilles d'arbres. Non mais t'imagines. Remarque bien que ça a pas l'air d'être une mauvaise fille. Elle a toujours habité le quartier, elle fait partie des murs, quoi. Ses parents sont morts quand elle était gamine. Incendie, je crois. Et depuis, elle vit seule. De quoi? Pas de ses poèmes, en tout cas. Je crois qu'elle fait des petits boulots de repassage, des ménages, enfin, tu vois, tout ce qui permet de gagner 3 sous. Tu lui as déjà parlé? Une seule fois. On lui a piqué la roue de son vélo. Je lui en ai dégoté une dans le fond du magasin. Je la lui ai donnée, bien sûr, tu me connais. Elle m'a très aimablement remercié, puis elle m'a offert 3 pots de confiture d'abricot maison quelques jours plus tard. Un régal. Mais, dis-moi, Miloche, tu t'intéresses aux filles maintenant? Ah non, non, c'est par curiosité, c'est tout. C'est étrange. Quelque chose en moi me pousse à en savoir un peu plus sur cette fille. Je brûle d'envie, en vérité, de demander à Aimée de se renseigner davantage sur elle. Mais il va penser que j'ai une idée derrière la tête, je le vois venir. Je serais juste fort curieux de savoir ce qu'elle fait de ses poèmes. J'aimerais simplement en lire un ou deux. J'aime les personnages qui ont l'air de sortir tout droit d'un monde parallèle. Mais n'y pensons plus, ça va me déconcentrer. Et j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je détourne la conversation, puis je traîne encore un peu chez Aimée. Nous buvons une tisane, nous parlons, je repars à la maison. Mes poules. Le lendemain est un grand jour. Barbara a mis au monde 3 bébés. Barbara est une de mes 5 poules. Je la laisse tranquille depuis 2 semaines pour qu'elle couve ses œufs. Bien m'en a pris, car j'ai eu la bonne surprise ce matin en ouvrant mes volets. C'est marrant, ces petites boules de duvet qui sortent à peine de leur coquille et qui marchent déjà. Un peu malhabiles, certes, mais bel et bien debout sur leurs petites pattes. Barbara s'agite au milieu du fruit de sa couvée. Elle doit être fière, enfin je pense, car, même en observant attentivement mes poules, j'arrive mal à décoder leurs sentiments. De mon point de vue d'homme, elles me semblent peu concentrées sur la vie, comme si elles avaient été pourvues d'un cerveau trop étroit pour pouvoir maintenir leur attention sur quoi que ce soit pendant plusieurs secondes de suite. Un peu comme moi quand je n'ai dormi que 2 ou 3 heures. Elles poussent quelques petits cris quand j'ai récolté les œufs ou quand je leur apporte leur nourriture à base d'épluchures de légumes et de graines, et je crois que j'assiste alors à la seule manifestation journalière de leur intelligence. Mais je me méfie de moi et des interprétations hâtives de ce genre. Je sais qu'un être humain analysant une réaction animale ne peut s'empêcher de la comparer à ses propres agissements d'Homo sapiens sapiens. Il y a une raison à cela. Étant donné que nous éprouvons une majorité de sentiments bestiaux, on se dit qu'après tout, ça pourrait aussi bien marcher dans l'autre sens. On appelle ça de l'anthropomorphisme dans les revues de Lolek. Je me demande si mes poules discutent entre elles de mon crétinisme achevé. J'ai appelé mes 5 pondeuses Barbara, Priscilla, Christina, Florinda et Roberta. J'ai décidé de faire terminer tous leurs prénoms par un A, car je trouve que ça va bien aux poules. En levant un sourcil, Aimée m'a dit qu'il ferait part de cette réflexion linguistique élaborée à sa copine Alexia, ce qui nous a bien fait rire. La race de mes poules s'appelle cou nu. Comme leur nom l'indique, elles sont pourvues d'un cou glabre qui les rend, je dois dire, assez moches. Elles présentent cependant l'avantage de chanter peu, particularité très utile pour éviter les relations conflictuelles avec les voisins et par là même me tenir à l'abri de leurs visites qui, comme je le précisais, me mettent toujours dans l'embarras. J'ai construit pour mes poules un enclos de 3 mètres sur 10 derrière la maison. Sur les côtés, j'ai disposé du grillage, solidement accroché à des poteaux en fer régulièrement espacés. J'ai enfoncé le bas de la clôture de plus de 30 cm dans le sol pour éviter que les renards ne creusent un tunnel débouchant dans l'enclos et ne dévorent mes poulettes.
J'ai également confectionné une sorte de plafond entièrement grillagé pour empêcher les prédateurs aériens de fondre sur mes pondeuses. C'est avec l'expérience que j'ai appris toutes ces techniques. Quand le renard est passé il y a quelques années, il n'en a laissé qu'une, et un gros trou dans le sol. Quand une buse ou un aigle ou un autre rapace quelconque que je n'ai pas aperçu est venu m'en prélever une pour son dîner, je n'ai rien compris. Je les ai comptées, recomptées, j'ai cherché vainement celle qui me manquait dans tous les coins pour en conclure, après de multiples interprétations pas très concluantes, qu'elle avait dû escalader le grillage, pourtant haut de plus de 2,50 m. Je me suis dit, elle ne s'est pas envolée quand même. Eh bien si, mais pas de son propre gré. J'ai compris la chose en étudiant un ouvrage spécialisé que Danka a emprunté pour moi à la bibliothèque. Heureusement que ces poules-là ont disparu à l'époque où je ne leur donnais pas encore de prénom. Je crois que ça m'aurait beaucoup plus chagriné. On ne devrait jamais nommer ses enfants. Dans l'enclos, j'ai disposé un grand bac d'eau pour la boisson, ainsi que du sable grossier dans une mangeoire. Les poules en consomment un peu chaque jour pour broyer leurs aliments et aider à la digestion. Au fond, j'ai construit une petite cabane bien abritée du vent et de la pluie, dans laquelle j'ai étalé de la paille pour qu'elles puissent pondre tranquillement. Je suis obligé de nettoyer souvent leur déjection pour que nous vivions tous dans la propreté. Je leur dois bien ça. Elles me régalent de leurs bons œufs tous les jours. Dans la cabane, j'ai également construit un perchoir en bois, car la poule, par instinct, a besoin de s'isoler du sol pour échapper aux prédateurs. Même si, protégées comme elles le sont chez moi, elles ne craignent plus rien. Le simple fait d'apercevoir le perchoir les met en sécurité. C'est atavique. Je les comprends, car nous aussi, les êtres humains, sommes sans cesse en recherche de sécurité. Le perchoir des poules, c'est le 4x4 des hommes. Elles n'en ont pas besoin, mais on ne sait jamais. À ce détail près que les poules ne peuvent pas frimer avec leur perchoir. Bien sûr, je ne peux pas garder tous mes poussins. Il y aurait trop de monde dans mon poulailler. Et je tiens à ce que mes poules soient à l'aise. Je ne veux pas leur faire subir le sort des poulets élevés en batterie, martyrisés depuis leur naissance. Moi, je vis bien. Je suis élevé plus ou moins en liberté par la société des hommes. Un jour, la faucheuse va me tomber dessus et je mourrai. Imaginons que je rende l'âme d'un coup sec. Clac! Je ne m'apercevrai de rien. Qu'importe que plus tard je finisse dans l'estomac de mon voisin. Les animaux devraient profiter des mêmes avantages que nous. Si je faisais partie intégrante de la société, je me révolterais à grand fracas, avec force, gesticulation et autres cris d'orfraie, pour que les tortures animales cessent. Mais, n'ayant pas été adopté, je pratique la révolution en sous-main. Et c'est pourquoi, quand une faim coupable d'animal me vient, je précise toujours à Aimé. C'est du bœuf fermier au moins. Ce à quoi il me répond invariablement. Mais bien sûr, Miloche, tu me prends pour qui? Les spectacles privés d'Aimé. Aimé s'intéresse de près à l'art tauromachique. Lui, il se dit aficionado, à l'espagnol. Je n'ai jamais vu de corrida qu'à travers ses yeux. Son corps entier participe à ses évocations. Sa glotte, ses jambes, ses bras, ses hanches et le reste. C'est que, lorsqu'il me fait le récit du dernier spectacle taurin en date, il ne peut s'empêcher de se lever et d'enchaîner ce qu'il appelle des passes de poitrine, des manoletinas ou autres noms techniques en as que je n'ai pas tous retenus. Moi, je suis au spectacle. Je le regarde agiter une cape invisible qu'il tient à la main pour toréer des bêtes de 500 kilos, l'air droit et fier. Il s'encourage de « Olé !» qu'il hurle à plein poumon, et je n'arrive jamais à garder mon sérieux. Lui reste d'une dignité héroïque. Seul le trahit parfois un frétillement de moustache. Pour clôturer ses spectacles, il adopte des cambrures exagérées, se tord à la façon d'une anguille en déambulant sur la pointe des pieds, agite sa cape comme s'il s'agissait d'une nappe pleine de miettes, salue la foule le nez en l'air, tourne le dos à la bête au mépris du danger. Enfin, après une volte-face théâtrale, se saisissant d'une poignée de frein ou d'un autre objet pour s'en servir de dague, il achève le taureau invisible. D'un seul coup, toujours. Moi, j'applaudis, et je lui donne souvent les 2 oreilles et la queue. Aimé ne peut pas supporter les anti-corridas, ces individus qui font des chaînes humaines devant les arènes, invectivent les spectateurs dans les files d'attente et les traitent de bourreaux ou d'assassins. Aimé s'emporte quand il en parle.
Il ferait mieux d'aller manifester devant les élevages de poulets. T'es d'accord avec moi, Miloche? Les pauvres bêtes, on leur coupe le bec pour pas qu'ils se battent, on leur fait subir une existence de boat people, et pour finir, on les ébouillante vivants pour les plumer plus facilement. C'est con, un poulet, mais ça souffre, comme tout le monde. Et ces gars-là, qui se pointent, le ventre plein de poulets en batterie, pour venir nous emmerder le dimanche. Excuse-moi du mot, mais j'en trouve pas d'autre. Aimer ne s'arrête jamais en si bon chemin. Ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que les taureaux qui meurent dans l'arène ont eu une vie de rêve avant leur sacrifice. Pas les poulets, ni les canards, ni les oies, ni les cochons. Alors oui, je suis d'accord, la corrida c'est violent. Mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas ce qu'on donne à voir en spectacle qui est le pire. C'est ce qui est caché, tu le sais, Miloche, je te l'ai déjà dit. Et puis, une société a besoin de conserver des traditions ancestrales pour se souvenir des hommes du passé. Tiens, d'ailleurs, Miloche, tu crois qu'il y avait des anti-jeux du cirque à l'époque romaine qui manifestaient devant les arènes, hein? Quand je ne sais pas, je me tais. Puis, ça ne manque jamais, aimer s'emporte, exagère, en rajoute, ne veut plus rien entendre, tandis que je ne dis toujours rien. Une mule aurait quelque chose de conciliant et de compréhensif à côté de lui. C'est son caractère, je le connais parfaitement, et encore une fois cela me fait du bien de voir des gens qui ne fonctionnent pas tout à fait comme moi. Ça me permet de me remettre en question. Même si dans le fond, nous avons bien des points communs, il n'est pas plus dans la réalité que moi. Il passe son temps à forcer le trait, à répéter les mêmes choses en restant dans son personnage, à perfectionner son rôle, bref, à faire l'acteur. Je dois également préciser qu'Aimé n'a franchi les arcades d'une arène qu'une seule fois dans sa vie, il y a fort longtemps. Il avait 25 ans, je crois. Son arène, depuis, c'est le journal, à la page des sports.